Bienvenue à tous. Je reçois aujourd'hui une nouvelle fois Madame Suzette Sandeau. C'est une personnalité bien connue des romans et des médias. Elle a été conseillère nationale. Bonjour Madame Sandeau. Bonjour monsieur, merci d'être là. Voilà, c'est gentil. Première question assez simple, comment allez-vous? Parce qu'on a commencé une année 2025 chargée au niveau politique. On va en parler aujourd'hui. Oui, l'année elle-même est chargée politique. Bon, pour moi, elle n'est pas chargée politiquement, puisque j'ai l'avantage d'être à la retraite, donc libre de tous mes propos. Voilà. Mais ça donne toujours beaucoup d'idées aussi pour votre blog, parce que j'aimerais qu'on parle un petit peu de votre blog. Vous l'avez créé il y a une année et demie, vous me disiez? Oui, je l'ai commencé à fin juin 2023. Voilà. Au moment où le Temps a fermé ses blogs. D'accord. Alors rappelons donc le nom du site, c'est suzettesandeau.com ou .ch. Oui, écoutez, je crois. Alors je vous avoue que on va mettre le lien en bas. Oui. De toute façon, si vous allez sur Google, vous tapez blog Suzette Sandeau, ça apparaît en premier. Ah oui? Oui, j'ai vu tout ça. Mais vous voyez, moi je ne vais jamais chercher quoi que ce soit. Je pense pas qu'il y a une deuxième Madame Suzette Sandeau, donc ça c'est bien. Et puis rappelons aussi une chose que j'avais dit la dernière fois qu'on s'était vu, c'était que vous étiez le blog le plus lu du journal Le Temps. En tout cas, j'avais vu ça parce que quand on tapait blog, Le Temps, après le premier nom suggéré, c'était vous. Ah bon? Donc ce blog était sur Le Temps, vous me disiez. Oui, alors en effet, c'est vraiment Le Temps qui a créé l'idée des blogs. Et dès le début, ils ont eu la gentillesse de me proposer aussi d'en avoir un. Donc dès le début, d'ailleurs, je l'avais baptisé Le Grain de Sable, parce que mon idée est d'empêcher que les choses tournent trop rond. Parfait. J'aime beaucoup ce nom, ce titre. Je pense que c'est effectivement ce qui manque parfois dans les médias romans, c'est un petit peu un esprit peut-être de contradiction. Est-ce qu'on pourrait aller là-dedans? Quelle est votre vision justement mais au fond, mon idée, c'est pas du tout une idée originale, c'est qu'on peut toujours poser des questions. D'accord. Et en fait, c'était vraiment aussi quelque chose que je répétais à mes étudiants, n'hésitez pas à poser des questions. D'accord. Et même pendant les cours, ils pouvaient lever la main, puis je leur fais signe que j'avais vu, éventuellement pour terminer une phrase. Mais poser des questions. Rien n'est en soi absolu et ne justifie aucune question. Au contraire. Voilà. Et quelquefois, les questions entraînent des réponses, quelquefois, elles déclenchent des cataclysmes, mais ça n'est plus la mode. Voilà. Parce que je pense que ça n'est plus la mode, parce que tout va trop vite. Avec l'informatique, etc. Donc, au fond, on reçoit, mais on ne pose plus de questions, on n'a pas le temps. D'accord. Il me semble pourtant c'est à la base du journalisme, mais peut-être, comme vous disiez, il n'y a peut-être plus assez de budget, de temps, la culture a changé. Alors, je ne sais pas si c'est la base du journalisme, puisque je ne suis pas journaliste, mais c'était la base, en tous les cas, de la formation humaniste. D'accord. Vous n'acceptez pas une vérité, en dehors de la vérité théologique peut-être, sans poser des questions. Oui. Ce qu'on appelle aussi, il me semble, les modernes. Et on parlera un petit peu de ça quand on va aborder le wokisme, parce que c'est un thème, malheureusement, j'ai envie de dire, on doit en reparler parce qu'on n'est pas complètement sorti de cette mode. Peut-être pour rester encore sur le blog, comment choisissez-vous les thèmes abordés? Est-ce que vous avez... Je vais vous dire, c'est en fonction de mon état de santé. Parce qu'il y a un moment où je suis sur le point d'éclater, donc j'écris quelque chose pour mon blog. Il y a quelque chose un petit peu qui monte, hein, une petite colère, un coup de gueule. Tout à fait, c'est un coup de sang. Coup de sang, d'accord. Mais en revanche, alors je le relis vraiment plusieurs fois avant de le mettre de le publier. Mais ça ne veut pas dire... C'est un gros travail quand même. Oui, je dirais oui et non. Parce que précisément, il y a cette espèce de vapeur qui doit s'échapper. Mais ensuite, vous êtes responsable de la forme et vous êtes responsable du contenu. Par conséquent... mais ça prend parfois, vous me disiez la dernière fois, des fois des heures à écrire. Je ne sais pas si vous continuez, mais il me semble que vous étiez au temps, c'était... plusieurs heures alors ce qui d'écriture. me prend beaucoup de temps et qui me prenait plus de temps que maintenant, c'était de relire les commentaires. D'accord. Et de faire... Je déteste la censure, mais on est quand même responsable de ce qui est mis sur son blog. Alors par rapport à ce qu'on écrit soi-même, on assume. Mais par rapport à ce qu'on veut mettre comme commentaire, encore une fois, je me dis, la personne a le droit d'avoir cet avis, je le mets, mais est-ce que cet avis représente une attaque personnelle?
bon, les hommes politiques, on peut les attaquer personnellement, sauf, évidemment, par rapport à leur vie privée. Hein. Ah d'accord. Ah, okay, c'est autre chose. Ouais. Hein. Mais en revanche, dans l'activité politique de quelqu'un, mais vous n'avez, moi j'estime que vous n'avez pas le droit de traiter quelqu'un d'imbécile, d'idiot, et je passe les mots plus vulgaires qui sont malheureusement légion, simplement à cause de son activité politique. En revanche, vous avez le droit de dire que c'est peut-être une réaction que vous n'attendiez pas d'un homme de cette... Enfin, vous voyez. Voilà, exactement. Mais qu'on reste poli dans le vocabulaire. Diplomatique, au moins, dans un... En tout cas, poli. Poli, d'accord, oui. Alors, on enregistre le 31 mars 2025, et puis votre dernier blog, c'était sur Madame Ditli. Je sais que l'actualité va très vite, donc peut-être on aimerait que vous regardiez cette vidéo dans le courant de l'année 2025. Mais quand même un commentaire sur, peut-être à chaud, sur l'affaire Ditli, comme on dit dans le canton de Vaud. Mais écoutez, alors, j'ai été, je dois dire, horrifiée quand j'ai appris ce qui s'était passé et que j'ai vu la conférence de presse. Parce que j'avais le sentiment que personne n'avait rien dit à Madame Ditli de la décision qui allait être annoncée pratiquement à la presse. Et j'aurais voulu, et c'était ça que j'ai mis dans mon blog d'ailleurs, j'aurais voulu qu'un journaliste dise, mais est-ce que Madame Ditli a eu l'occasion de lire le rapport de Monsieur Studer ou pas, avant cette conférence de presse? Est-ce que vous l'avez quand même reçu, les autres membres du gouvernement, juste pour lui dire, mais nous allons annoncer un minimum? Personne n'a posé la question. Donc peut-être que ça a été fait. Si ça a été fait, c'est vrai que ça rend la conférence de presse moins atroce. Mais si ça n'a pas été fait, si elle n'avait pas lu le rapport, et si elle n'a pas été avertie avant, par le collège, en collège, de ce qui allait être annoncé à la conférence de presse, je trouve ça monstrueux. Donc on avait tout intérêt à poser ces questions. Silence. Et vous êtes toujours sans réponse, parce que vous les avez posées sur votre blog. Mais voilà, je les ai posées sur mon blog. J'ai vu que les commentaires allaient dans votre sens. Et puis je pense, ça c'est mon analyse, que peut-être 60% des romans ou plus sont plutôt défendre Madame Ditli, dans le sens aussi, on ne connaît pas toute l'histoire, mais d'un point de vue psychologique, c'était presque du mobbing ou une sorte de... Elle était un peu humiliée quand même. Ah ben écoutez, alors voilà, au fond... ce qui m'a décidé d'écrire quelque chose, c'est que j'étais invitée chez des amis juste après que l'affaire était sortie, et l'un des amis présents avait lu le rapport, et c'est une personne de foi, et disait qu'en fait, dans ce rapport, en effet, M. Studer disait très bien que 3, je crois, des 4 accusations étaient tout à fait infondées, donc ça avait été levé dans 3 cas, et qu'au fond, il n'avait... Bon, dans la dernière situation, en effet, il y avait un acte répréhensible qui avait été commis, mais qu'il n'avait pas fait d'enquête. Autrement dit, qu'il se prononçait sur les faits, mais qu'il n'avait pas pu vérifier, et il le disait très honnêtement. Par conséquent, je croyais que le doute profitait à l'accusé, et notamment qu'on n'allait pas immédiatement traiter une personne ayant violé les lois les plus graves de la démocratie ou je ne sais quoi. Et toutes les amis présents ce jour-là étaient tous horrifiés de ce qui s'était passé. Et scandalisés de la manière dont on avait traité Madame Ditli. Je peux vous dire que c'était des personnes raisonnables. C'était d'ailleurs tous des juristes. Donc, vous voyez, leur sagesse. Voilà, c'est de la compétence aussi pour... Non, puis pour prendre un peu de recul. D'accord, ok. Ouais. On verra comment l'affaire évolue. Moi, je voudrais dire, pardon, que des journaux que j'ai lus, le ton est le plus modéré. Le ton garde un ton extrêmement respectueux. Et ça fait du bien. Parce que il y a quand même apparemment un esprit de respect des personnes qui existe encore de temps en temps quelque part. Voilà, ouais. Et puis le 24 heures alors semble un peu plus proche du PLR et des socialistes. Écoutez, je ne sais pas de quoi 24 heures est proche, mais en tous les cas, les titres que j'ai lus étaient horripilants. Et la conférence de presse qu'a donné, non pas conférence de presse, pardon, l'entretien qui a été publié hier soir à la RTS, je crois, avec Madame Luisier,
ne donnait pas un sentiment beaucoup plus favorable. Alors j'avoue que d'abord la langue de bois était magnifique. Exact. Et ensuite, il y a eu beaucoup de cas où Madame Lusier s'est réfugiée derrière la responsabilité. Le mot-clé a été cité. Enfin, elle s'est bien préparée avec Ça fait plaisir qu'ils aient notion d'être en collège, mais là, c'était plutôt, je dirais, un blason protecteur qu'une véritable profession politique. J'ai l'impression qu'avec votre blog, que ça soit autant et maintenant, vous êtes un peu une sorte de voix du peuple. Est-ce que ça vous convient dans le sens où peut-être beaucoup de gens pensent tout haut ce que vous pensez, mais n'arrivent peut-être pas à l'exprimer aussi clairement que vous? Parce qu'il y a aussi quelque chose que je trouve intéressant quand vous écrivez, c'est que vous êtes assez simple, mais dans le bon sens du terme. On a des intellectuels, c'est compliqué, c'est complexe. Donc, est-ce que c'est aussi un travail de votre part de vouloir simplifier un peu le message pour que ça soit bien compris de vos lecteurs? Alors, écoutez, j'ai été élevée sur une ancienne répétée et répétée. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément. Donc, c'était une recherche du pensionnat dans lequel j'ai fait mes études, absolue, la clarté de l'expression. Et qu'est-ce qu'on pouvait avoir vite verbiage dans la marge si par hasard on se laissait aller à ce à quoi certaines personnes se laissent aller. Donc une recherche d'être aussi bref mais clair que possible. Mais c'est une recherche. Hein. Oui. La perfection n'existe pas. Mais ça m'arrive des fois de lire des intellectuels, mais des avocats très, très haut placés, etc. Puis il y a trop peut-être de mots latins, il y a des phrases trop complexes. Donc je pense que c'est pas donné à tout le monde d'être bref, en fait. Ce que vous faites, souvent, les articles ne sont pas trop longs non plus. Ce n'est pas des essais, c'est plutôt des... Mais c'est que là, je dois confesser que je ne sais pas être longue. Je ne pourrais pas écrire un livre. Ok, c'est bien. Incapable. Même une nouvelle, c'est déjà trop long. Oui, je pense que chacun a son talent. C'est vrai que ça doit être pour moi aussi très difficile d'écrire un livre de 200 pages. Pour rester encore un petit peu dans les médias, donc, vous étiez au Beau Parleur, cette célèbre émission. Là, on enregistre donc en 2025. Vous me disiez en préparant l'émission que ça s'est terminé en fin 2024. C'est ça? C'était quand même de belles années pour vous. J'ai eu beaucoup de plaisir. Pendant les 9 ans pendant lesquels j'ai eu l'occasion de participer à l'émission, j'avoue que j'ai eu beaucoup de plaisir. Et je tiens à rendre hommage et à M. Zendali, qui a été le créateur de l'émission, et à M. Schneider, qui a pris ensuite la responsabilité. L'un comme l'autre ont toujours été des directeurs d'émissions extrêmement agréables. Et je ne peux que les remercier et les féliciter, d'ailleurs, de la manière dont ils conduisent les choses. Et puis, j'y ai rencontré des personnes intéressantes. Alors bon, des fois, vous le savez, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on doit retenir un peu sa fougue. Mais en fait, on découvre toujours quelque chose de positif dans la vie de l'autre, même quand on ne le partage pas. Puis je pense que c'est quand même, alors on aime bien, moi le premier des fois, critiquer la Suisse, mais quand on voit par exemple ce qui se passe en Turquie, où je lisais dans The Economist, que la plupart des médias sont à la botte du pouvoir, en Russie je pense à la même chose, en Suisse même si tout n'est parfait, puis on essaye avec ce genre de petits podcasts, il y en a d'autres qui le font, Raphaël Pommy, c'est Follonier qui le font, on est quand même libre au fond, et ça c'est quand même extraordinaire. Mais écoutez, on a une chance incroyable, il n'y a aucun doute. Et j'espère que vous ne vous ferez pas punir quand vous mettrez sur Internet les propos que nous avons échangés. Non, je crois qu'on a jamais reçu de menaces, mais quand on voit le monde comme il tourne... Il y a quand même probablement moins de liberté d'expression qu'il n'y en avait quand j'étais à l'université, j'ai l'impression. D'accord, ouais, ça je pense que... Bon, on parlera un petit peu du wokisme, de l'histoire du wokisme, parce qu'on va citer un article qu'on mettra en lien. Sur le matin dimanche, vous aviez aussi écrit, donc c'était quand même... mais ça s'est aussi arrêté, il me semble. Oui, le matin dimanche, évidemment, malheureusement, il n'existe plus. Hein. Et j'avais eu l'occasion de rencontrer Mme Ariane Enfin, Baguet. il existe, mais peut-être avec une autre équipe, c'est ça que vous dites? Ou je crois qu'on peut l'acheter en kiosque, il me semble. Oui, je ne sais pas où il en est maintenant. Oui, il est plus mince, il me semble, ça c'est sûr. Mais... Et alors, en tout cas, je pense que ce qui s'appelait... Attendez, comment est-ce qu'il avait baptisé, je crois, le groupe du dimanche ou
Le matin semaine, par contre, vous avez raison, alors ça me semble déjà un moment, il n'existe plus. Oui, voilà. Mais le matin dimanche, il y a encore... Vous voyez, s'il est amputé, peut-être qu'on a souhaité, peut-être aussi qu'il n'y ait plus les mêmes plumes, mais l'ensemble toute l'année ne s'est pas encore écoulée. Peut-être que je recevrai une demande d'article pour la fin de la semaine ou que sais-je. Okay. Je n'ai pas reçu, si vous voulez, mon congé, entre guillemets. Mais ça n'était pas du tout... il n'y avait pas de contrat, il était simplement prévu. De temps en temps. Voilà, au fond, quand on a besoin d'un article, si on n'a pas d'autres personnes, on peut s'adresser à vous. Et puis, encore une fois, j'appréciais beaucoup Madame Dayer, et par conséquent, je la remercie de la confiance qu'elle m'a faite pendant plusieurs années. Ok, c'était aussi une belle exposition médiatique. Maintenant, j'aimerais parler un petit peu de notre monde. On est obligé de parler de Trump. J'aimerais mentionner quelque chose qui circule beaucoup, surtout dans les théories économiques, c'est qu'en fait, de plus en plus, c'est des concepts de système qui viennent en fait de théories écologiques. Alors, ça a été beaucoup développé par le MIT à Boston. Je mettrai un lien aussi si vous êtes intéressé par des livres à ce sujet. Pour beaucoup de théoriciens, tout est système, donc quasi tout est système, nos pensées. Et puis souvent on dit pour changer les choses, il faut créer une tension dans le système. Parce que si le système est stable, évidemment, ça crée beaucoup de statu quo. Et je me demande si une personne comme Trump, qui est souvent aussi, qui a beaucoup de conseillers, on l'oublie un peu, ils n'essayent pas de créer des tensions dans le système, on le voit avec l'OTAN, avec d'autres choses. Comment est-ce qu'on peut aussi, comme Suisse, rester objectif par rapport à Trump, sans tomber peut-être dans une hystérie? Au fond, on est Suisse, donc on doit défendre les intérêts de la Suisse. Est-ce que vous auriez peut-être des conseils à nous donner sur... En fait, un problème que j'ai, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup d'articles anti-Trump. Alors, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais est-ce qu'il y a peut-être aussi des choses positives? Justement, il s'attaque au wokisme. Comment être peut-être plus neutre par rapport à... Comment le juger? Mais écoutez, bon, c'est l'histoire qui jugera, en fin de compte. Hein. Mais il y a une chose qui me frappe. M. Trump est incontestablement quelqu'un qui aime qu'on parle de lui. Il a un certain hubris. Or, rien ne lui fait plus plaisir que de penser que tout ce qu'il fait déclenche des tempêtes dans les journaux. J'ai envie de dire aux journaux, mais... ne parlez pas de ce que fait M. Trump. Ou bien vous en parlez, oui, parce qu'on doit être tenu au courant. Mais surtout pas avec un titre redondant et sans être en train tout le temps de faire de lui une sorte de héros du mal ou de héros de l'abus ou que sais-je. Mais ça lui fait plaisir, qu'importe ce que l'on en dit, pourvu qu'on en parle. C'est toujours ce que disent les acteurs ou les actrices. Donc, il y aurait une façon je dirais, de parler différemment de M. Trump pour ne pas trop faire de lui une vedette, parce qu'il adore le vedettariat. Voilà. Et ça, c'est de la psychologie de base, si j'ose dire, mais enfin bon, de base. Hein. Oui. Et sans ça, en tant que Suisse, distinguons bien, comme toujours, la responsabilité des autorités de la responsabilité des citoyens. De même que les citoyens peuvent n'être pas du tout neutres et dire leur accord ou leur désaccord avec telle ou telle activité d'un État ou d'un autre, autant les autorités politiques sont censées avoir une réserve et tenir compte des exigences morale de la neutralité, qui implique du courage, qui implique de la discrétion et qui implique justement qu'on ne se prenne pas pour M. Trump. Parce que je ne verrai pas M. Trump être neutre. Mais je ne verrai pas non plus M. Poutine, ni M. Netanyahou, ni M. notre Macron être neutre. Voilà. Hein. La neutralité implique la volonté absolue de sacrifier, le cas échéant, son hubris au service de la paix. D'accord. Mais c'est un gros sacrifice humain. Hein. Ouais. Et pour des autorités politiques, c'est gros. Puis évidemment, ça n'est pas du tout à la mode. Comment voulez-vous être à la mode actuellement avec la généralisation de toutes les nouvelles grâce à l'informatique et à la globalisation liée aux moyens techniques actuels? Vous ne pouvez pas être discret. Et ça ne plaît pas aux journalistes. Ils détestent notre système. Ça, on le remarque, ça me fait rire quelquefois, rire jaune. Ils détestent notre système collégial du point de vue de l'exécutif, parce qu'ils ont envie de voir des luttes entre les membres du collège. Et c'est pour ça qu'ils continuent, et on continue d'envoyer les conseillers fédéraux au charbon avant une votation.
Quand on a un référendum ou quand on a une initiative, ça n'est jamais sur un texte du Conseil fédéral qu'on se prononce. Ça a dû passer par le Parlement. Le Conseil fédéral, aucun conseiller fédéral ne devrait jamais intervenir dans une campagne précédente des votations. Parce que précisément, ils sont collégiaux. Or, qu'est-ce qu'on dit? Mais comment est-ce que vous pouvez défendre cette idée alors que ce n'est pas celle de votre parti? Certains conseillers fédéraux y répondent très bien, d'autres un peu moins bien, mais c'est normal aussi, personne n'est infaillible. Alors que la collégialité voudrait que le Conseil fédéral se contente d'exécuter le résultat du vote populaire. Schluss, c'est ça, sa fonction d'exécutif. Idem d'ailleurs sur le plan cantonal, le cas échéant. Mais le problème se pose de façon moins... Ça, c'est la définition de la démocratie directe, selon vous aussi, dans le sens où le peuple est souverain par rapport à cette vision-là. Oui, il est souverain, mais attention, je n'ai pas la religion du peuple, si vous voulez. Il est souverain par le mécanisme, et tant mieux, mais ça ne veut pas dire qu'il voit forcément juste. Hein. Oui, d'ailleurs, la majorité n'a pas toujours raison du point de vue de l'intellect. En revanche, c'est une règle d'ordre. La règle de la majorité est une règle d'ordre. Et la démocratie ne fonctionne pas sans règle d'ordre. Ça, c'est quand même très important. Donc, après un vote, on commence à contester, majorité, mais c'était une petite majorité. C'est juste. Et ça, c'est le côté très troublant de ce qui se passe en France, où au fond, vous avez une majorité pratiquement de tel ou tel parti ou telle forme, puis on n'en tient même pas compte quand il s'agit ensuite de distribuer des sièges. Parce qu'en fait, pour revenir très rapidement sur Trump, moi j'ai envie de dire, la Suisse ne l'a pas élu, mais par exemple, je voyais le chiffre d'affaires de Roche, c'est 54% du chiffre. Donc moi je suis moi-même pharmacien, je connais un petit peu ce domaine, 54% du chiffre d'affaires de Roche aux États-Unis, que je crois la plus grande entreprise suisse avec Nestlé ou Novartis. Donc c'est toujours, je pense... on a aussi beaucoup d'intérêts, au fond, économiques. Et puis... Mais ça, c'est la vie, excusez-moi. C'est la vie, c'est précisément... Et j'admire en cela beaucoup ce que peuvent ou doivent décider des responsables politiques, parce que je ne suis pas du tout sûr que je déciderais mieux qu'eux. Hein. La critique est facile, mais l'art est difficile. Mais on doit tenir compte de cela, mais ça ne veut pas dire qu'on doit être esclave. Mais peut-être que ça implique précisément... qu'en tous les cas, du côté des autorités, on ne crie pas tout haut son horreur de tout ce que fait ou M. Trump ou je ne sais quel autre chef d'État. Mais... Donc vous distinguez un peu les médias qui, dans un sens, peuvent jouer ce contre-pouvoir, doivent peut-être le faire, et puis alors les politiciens qui, eux, ont une responsabilité... il vaut presque mieux qu'ils ne lisent pas les journaux, parce qu'autrement, c'est dur de prendre des décisions. Excusez-moi, alors si on n'est pas capable d'avoir son opinion indépendamment des journaux, à mon avis, c'est très inquiétant. Les journaux doivent apporter des faits. Voilà. On viendra sur le wokisme, un des gros problèmes de Paul Graham qui a écrit cet essai, je crois que vous avez lu en partie, c'est qu'il disait qu'à un moment donné, par exemple, le New York Times, il était plutôt objectif. Puis avec l'Internet, il est devenu un journal libéral progressiste, donc il a perdu... et ce serait bien d'avoir des journaux qui reviennent avec des faits. Mais les faits, c'est difficile, les faits, pour être objectif. Alors, j'entends que le journaliste donne son opinion, d'accord, mais pas dans les faits. D'accord. Mais alors, entendons-nous bien, on reste humain. Ouais, l'objectivité parfaite n'existe pas. Voilà. Déjà, les faits que vous choisissez de rapporter, parce que vous ne pouvez pas tout rapporter, c'est un choix subjectif. Effectivement, c'est normal. Choix des sujets, tout à fait. Mais oui, et ça, on ne l'évitera jamais. Mais au moins que les faits que vous rapportez soient des faits avérés. Voilà, oui. Et que vous ayez peut-être fait la vérification. Mais je me rends compte du temps que ça prend. Et ça, c'est quelque chose... c'est ce qui fait qu'il y a des tas de sujets que je n'aborde pas dans mon blog, c'est que je ne voudrais pas les aborder avant d'avoir vérifié, mais je n'ai pas ce temps-là. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, pas les moyens, forcément. Hein. Puis je me demande aussi si des fois, changer d'avis, c'est pas toujours très bien vu. C'est comme si moi, j'ai toujours dit « Ah, je suis fan de ce politicien », puis après, il fait une erreur, et puis... Ça prend quelque chose de psychologique, justement, à notre ego, de se dire « Ah oui, mais je me suis trompé, ce politicien-là, et au fond, il ne représente pas mes valeurs. » C'est dur de le faire. Mais oui, vous avez raison. Rien n'est plus difficile que de changer d'avis en restant crédible.
Et pourtant, il est parfaitement légitime de changer d'avis parce que les faits ont montré qu'on s'était peut-être trompé ou qu'à un certain moment où ce que l'on croyait ne joue plus. Mais c'est très difficile pour son ego. Ouais, et j'en pense que c'est encore plus difficile pour des hommes politiques. Quand je dis homme, hein, vous êtes d'accord, je ne mets pas à chaque fois homme, oui, on parlera après du langage inclusif, rapidement. mais c'est encore plus difficile parce qu'évidemment, ils doivent prendre des décisions. Et ils prennent des décisions en fonction de certains faits ou de certains jugements. Oui. Et puis, ils peuvent changer d'avis. Et ça entraînera peut-être un changement de décision, avec des conséquences énormes. En cela, le collège est une bonne chose parce qu'il implique un échange d'avis qui peut-être pondérer une décision, parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas être aussi absolu qu'on l'aurait voulu. Moi, ce que je pense, je trouve que beaucoup de journalistes devraient plutôt revenir à cette méthode hegelienne classique, donc c'est thèse, antithèse, synthèse. Parce que parfois, c'est vrai qu'on n'a pas toujours le contexte, on ne sait pas, et avoir un petit peu les deux avis. Dans un sens, c'est ce que vous faites peut-être beaucoup, l'antithèse, parfois, sur... Quand il manque l'antithèse, j'imagine qu'avec votre blog, c'est aussi du pain béni pour justement, vous l'avez fait pendant le Covid, où il y avait des choses où il fallait poser des questions, sans forcément être anti-vaccin, j'imagine, vous n'êtes pas aussi radical. Pardon. Je dis par rapport à la vaccination, vous posez des questions. Je ne suis pas anti-vax. Voilà, exactement. Je me posais des questions par rapport à ce vaccin-là. Et on n'a toujours pas répondu à ces questions, d'ailleurs. Je ne sais pas si un jour on aura les réponses, vu je ne sais pas. Les enjeux. On aura des réponses quand on aura dépassé le délai dans lequel on peut réclamer des responsabilités. Le problème, c'est qu'il y a une telle rage à l'égard d'un certain nombre de politiciens. Et moi, j'en veux moins aux politiciens qu'aux scientifiques. Et aux faux scientifiques qu'il y avait notamment dans certaines task forces, etc. Parce que là, évidemment, le politicien se dit, tonnerre, si le scientifique me dit ça, il faut que je prenne cette décision. Je ne peux pas moi-même dire, il fallait tenir compte des éléments autres que juste ce que l'on croyait être la santé. Mais c'est facile de juger. Mais j'ai plus de commisération à l'égard des hommes politiques qui ont dû prendre des décisions qu'à l'égard des scientifiques dont certains n'avaient peut-être pas les 4 pieds blancs. Voilà, ouais. Je pense qu'on pourra maintenant aborder le thème du wokisme parce qu'on parlera un petit peu d'orthodoxie, d'hérésie, c'est des concepts intéressants. J'espère que vous continuez à nous regarder. Donc je suis tombé sur un article, un essai en fait, publié en janvier 2025 de Paul Graham comme critique argumentée et pondérée du wokisme. On met le lien dans la description, c'est en anglais, mais vous pouvez vite le traduire si vous ne lisez pas forcément en anglais. Paul Graham est le fondateur du célèbre incubateur de la Silicon Valley, Y Combinator, c'est un anglais d'origine. Il est derrière des entreprises quand même comme OpenAI, donc ChatGPT, Airbnb, Stripe. Et puis, sans aller dans trop de détails, c'est un très long essai, presque un mini-livre, il écrit qu'en fait, le wokisme, un des intérêts du wokisme ou des buts, c'est de mettre la justice sociale comme priorité numéro 1. Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de la justice sociale ? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Et puis bien sûr, si on revient à liberté, fraternité, égalité, la devise de la France, quand on met toujours la justice sociale tout en haut de la pyramide, qu'est-ce qu'on fait de la liberté ? Donc, comment on résout cette équation un petit peu ? Il ne peut pas y avoir de justice sociale sans liberté. D'accord. Parce qu'il n'y a que la liberté qui crée la responsabilité personnelle. Parce que vous ne pouvez pas être libre si vous êtes tout seul. Okay. Si vous êtes tout seul, vous n'êtes pas libre, vous êtes seul. C'est tout. D'accord. Donc, à partir du moment où vous êtes avec quelqu'un, vous pouvez commencer à vous poser la question de la liberté, donc de votre responsabilité par rapport à l'autre. Okay. La justice sociale implique une responsabilité. Donc, dire que la justice sociale est au sommet, ça me paraît absurde, parce qu'elle devrait être une recherche normale dans le cadre des relations de responsabilité à partir du moment où on est libre. Mais si vous n'êtes pas libre, vous n'allez pas chercher la justice sociale, parce qu'elle vous sera simplement imposée par celui qui exerce le pouvoir
vous privant de votre liberté sous une forme ou sous une autre, parce que le pouvoir peut être un pouvoir direct politique, vous êtes en prison si vous dites ceci ou cela, ou le pouvoir peut être un pouvoir indirect d'empêchement de s'exprimer simplement, sans qu'on soit forcément mis en prison. Mais la justice sociale, au fond pour moi c'est une notion qui n'existe que s'il y a la liberté, parce que seule la liberté rend responsable. Écoutez, est-ce qu'on est encore responsable quand on ne peut plus rien faire parce que... Alors, vous restez responsable... Tout le monde gagne la même chose, par exemple, et on revient à des théories du communisme. Et c'est pas de la justice sociale. Ce n'est pas de la justice sociale. C'est presque de l'injustice, parce que le flemmard, le fainéant, gagne la même chose que celui qui travaille dur. Mais vous voyez, mais c'est intéressant, parce que là, j'ai juste envie de faire une petite incursion biblique, mais rappelez-vous le travailleur de la dernière heure. Ils ont reçu le même salaire que ceux qui avaient travaillé toute la journée. Alors attention, ça ne veut pas du tout dire que c'est donc excellent d'être injuste. Mais en fait, après tout, ceux qui avaient reçu ce qui leur était promis, ils n'avaient rien perdu, et si on a décidé de donner plus à d'autres, on n'a pas privé ceux à qui on avait promis quelque chose de quoi que ce soit. Donc quand on parle de la justice sociale, je ne sais au fond pas très bien ce que ça veut dire, pour ne rien vous cacher. Parce qu'il ne peut pas y avoir non plus de justice sociale s'il n'y a pas un respect fondamental de la personne. D'accord. Avec une reconnaissance de la faillibilité de chacun, y compris la sienne, parce que personne n'est infaillible. Non, les protestants disent tout le monde est infaillible sauf le pape. Mais ça, c'est une parenthèse. Mais donc, en fait, la justice sociale, je ne sais pas ce que c'est. Parce que qui définit la justice? Mais la responsabilité implique que vous respectiez l'autre et chacun dans les autres. Mais comme vous ne pouvez pas assurer à chacun tout ce qu'il désire, vous allez rechercher ce qui permet une certaine égalité et le respect de la personne. C'est fondamental. Et ça, c'est justement, on tombe sur le wokisme qui ne respecte pas la personne, il ne respecte que ceux qu'il considère comme dignes de respect. Les orthodoxes, parce qu'après justement ce qui est intéressant avec Paul Graham, c'est qu'il dit voilà, il y a une orthodoxie, donc par exemple les woke seraient orthodoxes, et puis après il y a les hérétiques, ceux qui vont penser différemment. Mais peut-être juste avant, il fait un petit historique du wokisme, je trouve intéressant, donc il parle plutôt des États-Unis, mais je pense qu'en Europe ça peut suivre la même logique. C'est que donc c'est un mouvement politiquement correct, là on est d'accord, qui commence tout d'abord dans les universités américaines à la fin des années 70, dans les sciences sociales. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il relève qu'en fait, il y a eu mai 68 à Paris, et puis à San Francisco, tout ça. Puis après, c'est cette génération qui est devenue professeur dans les sciences sociales. C'est très intéressant, cette étude-là. Donc, à Harvard, j'imagine, à Yale, à Princeton, les trois grosses universités de la côte Est, fondées d'ailleurs par des protestants. Je dis c'est des universités qui ont été fondées par des protestants. On l'oublie un petit peu, mais... Et puis, justement, ça a diffusé, après dans les médias. Mais ça commence dans les universités, dans les sciences sociales. Est-ce que... Je me dis, c'est sûr qu'à Lausanne, ça ne doit pas être facile d'être conservateur ou libéral. Au Sciences Po Lausanne, ça ne doit pas être simple. Alors, je voudrais commencer par dire que signifie conservateur. J'affirme personnellement que lorsqu'on traite quelqu'un de conservateur, c'est parce qu'il défend des valeurs qui ne sont plus à la mode. Par conséquent, il est d'avant-garde, parce qu'il veut qu'elles reprennent de l'importance. Donc, les conservateurs sont des gens d'avant-garde. Hein. Oui, puis... Oui, mais il faut le dire. Faut le dire, oui. Parce pour moi, c'est aussi un mot positif. C'est un petit peu, vous voyez, n'est pas des réactionnaires. Il y a du moisi. Non, les conservateurs ont du moisi dans les articulations. Parce que les articulateurs, c'est les conservateurs. Bon, c'est des idées très à la mode, quand on voit le succès politique. Mais c'est pour ça qu'il faut remonter. Il faut remonter. Les conservateurs, ceux qui veulent mettre à l'avant des qualités, des vertus, je dirais, mais c'est un trop grand mot, vous voyez, des qualités et des valeurs qui ne sont plus à la mode, pardonnez-moi, puisqu'ils veulent faire avancer quelque chose qui n'est plus là, ils sont des avant-gardistes. C'est nous les progressistes, mais oui, c'est nous les progressistes. Et puis ceux qui veulent justement parfois la mort, remettre à l'honneur, assisté, par exemple, pour moi c'est plutôt justement quelque chose de négatif. Si on parle du suicide assisté, par exemple, c'est mon avis, mais c'est vrai que là, je serais plutôt comme conservateur à valoriser la vie.
Mais enfin, c'est un autre débat pour... Oui, c'est encore un autre débat parce que ça ne veut pas dire que vous ne valorisez pas la vie. Ça veut dire que vous avez en fait une réflexion sur la personne. D'accord. Parce que la souffrance fait partie de la vie, c'est vrai, mais la mort aussi. Oui, oui. Donc je pense que ça n'est pas... Alors je suis troublée par notre époque, qui est, je dis, une époque de mort. Voilà. Parce qu'une On pense époque à dans l'IVG laquelle aussi, par on se exemple, préoccupe essentiellement de suicide assisté, d'avortement. Excusez-moi, l'avortement, ce n'est pas un signe de vie. Justement, c'est ça un petit peu la réflexion. Et le cas échéant de tout ce qui permet de ne pas avoir des rapports normaux entre les hommes et les femmes, à mon avis, c'est une société de mort. Voilà. Et ça m'inquiète. Voilà. Mais en soi, le phénomène du suicide assisté, ce qui me trouble, c'est qu'il soit la préoccupation principale. L'avortement, la même chose. C'est normal qu'on s'en préoccupe. Mais quand on en fait une idée politique, ou un moyen politique, une arme politique, alors on a pris le côté morbide pour en faire de la réclame. Et ça, c'est terrible. Alors qu'il y a une réflexion, et je ne peux pas condamner en soi le suicide assisté, parce qu'il y a une réflexion sur l'être humain, sur la souffrance et sur la mort. Il y a une liberté aussi. Il y a une liberté aussi. De la personne qui choisit. Ce qui est un petit peu différent peut-être de l'IVG, mais enfin, c'est un débat qui est... J'aime bien parler à part ça de l'IVG parce que je pense que c'est un des débats ou du suicide assisté qui permet d'avoir un débat. Et on voit parfois des progressistes, des gens de gauche, ils ne veulent même pas ouvrir le débat. D'accord, mais je pense que ça n'est pas à l'État d'organiser le suicide assisté. Dans ce sens-là, je trouve que la loi suisse, qui prévoit au fond que l'assistance au suicide est en soi punissable, sauf si c'est fait dans un esprit totalement désintéressé, je trouve que c'est une bonne manière sociale de traiter le problème du suicide assisté. D'accord, oui. Comme base. Ouais. Mais je retiens cette... vision un petit peu mortifère là, pour moi, de ce pseudo-progressiste. Enfin, les termes sont compliqués. Moi, je me définis plutôt comme conservateur ou libéral, vous aussi. Oui. On joue sur les mots, justement. Si on revient à l'université, comment vous voyez, vous avez aussi été professeur à l'université, est-ce que le droit, peut-être qu'il était plus préservé de Sciences Po, où on sait que c'est très à gauche, Sciences Po Lausanne. Mais oui, ça l'a toujours été. Ça l'a toujours été, plus ou moins. Mais il y avait quand même une réflexion, même des professeurs de gauche. Je ne sais pas maintenant ce que ça donne, parce qu'évidemment, c'est toujours l'idée du bien contre le mal. Et au fond, si vous n'êtes pas socialement impliqué, préoccupé, généreusement, etc., vous êtes le mal. Voilà. Si on n'a pas la justice sociale que certains philosophes parlent au haut de la pyramide, tout au haut de la pyramide, et justement pas un peu plus bas, ça c'est aussi des théories. C'est-à-dire que si vous considérez que la justice sociale est en fait une notion qui n'existe pas, mais que c'est une recherche politique d'assurer, je dirais, le meilleur respect des personnes au sein d'une société. Pour moi, c'est ça. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que la justice? Alors, c'est pas un juriste qui va vous définir la justice. Alors, ne comptez pas sur moi pour vous dire ce qu'est la justice, s'il vous plaît. Mais en fait, on a une société mortifère, profondément mortifère, parce qu'en fait, excusez-moi, elle s'occupe de quoi? De suicide assisté, d'avortement. On voit les jeunes défiler déjà parce qu'ils se demandent ce que sera leur LPP. Mais pitié, pitié, si à 20 ans vous vous demandez ce que vous gagnerez à 65, alors allez vous coucher dans votre cercueil. Ça me rend folle. Je crois qu'au passage, les Africains ou les Sud-Américains, je connais bien l'Amérique du Sud, ils ne sont pas vraiment à cette page. Mais enfin, tant mieux, je me place évidemment du point de vue de notre société occidentale. De notre société peut-être post-chrétienne ou post-capitaliste. Parfois, j'ai l'impression que la Suisse... Post-capitaliste, pour certains jeunes. Oui, comme ça fait plus rêver, bien sûr, ce capitalisme. Mais qu'est-ce que ça veut dire que le post-capitalisme? Là, je n'ai toujours pas compris, mais je suis prête à écouter. Oui, c'est-à-dire que justement, je pense que cette nouvelle religion un petit peu que devient le wokisme ou une écologie exacerbée, ça se marie peut-être pas bien avec ce capitalisme ou cette économie de marché. En tout cas, je pense que c'est ce qui circule à Sciences Po, Lausanne. C'est pas le problème. Le problème, c'est pas l'économie de marché en soi, qui est excellente, mais c'est l'absence d'éthique dans l'économie de marché.
Et en fait, je pense que l'économie ne peut pas être une science absolue parce que l'économie est au service de l'être humain. Et ce qu'il y a de très dommage, c'est que nous avons maintenant une société qui considère que l'économie, c'est l'essentiel, c'est le but. Hein. D'accord. Alors qu'en fait, c'est ça. J'admire beaucoup les personnes qui sont capables de créer des entreprises. C'est fantastique parce qu'il faut vraiment être courageux. Mais en réalité, ça n'est qu'au service de la société. Et c'est le problème de la globalisation. Parce que la globalisation rend l'économie dominante parce qu'elle peut assurer le pouvoir. Autrefois, il n'y avait que, je dirais, la théologie, ou plus exactement la foi, qui pouvait vraiment assurer le pouvoir universel. Et maintenant, c'est l'économie parce qu'elle devient, grâce aux moyens techniques, globalement universelle. Ça, c'est très inquiétant. C'est intéressant aussi, ce que vous dites. En fait, j'aime beaucoup la théologie, mais on peut se dire que chacun maintenant veut rivaliser avec une autre religion. Le wokisme, ce que vous décrivez là, c'est l'ultra-capitaliste, on appelle parfois, par exemple, M. Descaillés, qui est un journaliste peut-être assez centriste, il critique beaucoup ça, l'ultra-capitalisme. Et puis c'est vrai qu'on revient, me semble-t-il, je connais assez bien les théories économiques, on revient peut-être un peu en arrière, parce qu'on voit que ça... La chute, par exemple, de Crédit Suisse, ça a perturbé beaucoup de... Ah oui. Donc, heureusement, on revient un petit peu en arrière. Ça, c'est peut-être quelque chose qui va dans votre sens. Oui, mais ce qui m'intéresse aussi, j'entendais l'autre jour une jeune fille, une jeune femme, qui, au fond, me disait, mais en HEC, on nous dit que l'économie n'a pas besoin de l'éthique. Parce que c'est simplement la loi, je répète ce que j'ai entendu, c'est simplement la loi de l'offre et de la demande qui règle le tout. Mais pardonnez-moi... La main invisible d'Adam Smith. Pardon ? La main invisible d'Adam Smith. Mais, excusez-moi, en fait, on devrait se poser la question. L'offre et la demande, c'est vrai que c'est une loi technique, mais vous voyez, c'est une loi naturelle, diraient nos économistes peut-être. Et en effet, c'est une technique. Mais comment crée-t-on le besoin pour qu'il y ait la demande? C'est là que se pose la question éthique. Et quand l'économie ne se préoccupe pas de la manière dont on crée le besoin et dont on assure l'offre, alors elle trahit. Or maintenant, il semblerait que, notamment à HEC, je ne sais pas si c'est seulement à Lausanne ou aussi ailleurs, au fond, on part de l'idée que l'économie n'a pas à s'occuper d'éthique. L'économie, c'est la règle naturelle de l'offre et de la demande. Et alors que la question fondamentale est, pour qu'il y ait une demande, il faut qu'on en ait envie. Alors c'est vrai qu'il faut aussi de l'offre, mais quelle est l'origine de cette demande? Comment la crée-t-on? Quelle est peut-être la cause de cette offre? Comment la crée-t-on? C'est là qu'il faut mettre le doigt. Tout à fait. Je pense que ça, c'est une remarque, mais pourquoi aussi j'aime bien faire ce genre de podcast où je m'inspire forcément de Jordan Peterson, qui est considéré par le New York Times comme le plus grand intellectuel vivant, donc qui a beaucoup fait contre le wokisme. C'est que je pense, à l'heure de l'intelligence artificielle, donc on ne va pas parler là-dessus, mais on aura besoin de beaucoup plus de généralistes, des gens qui vont connaître un peu de philosophie, de Platon, d'Aristote, qui vont connaître de l'éthique, de la théologie, et pas que des économistes qui vont juste... Donc peut-être que l'université, qui veut dire, je crois, universelle, il faudra peut-être revenir... Et d'ailleurs, parlant de Jordan Peterson, c'était ma question, en fait, il a créé une université privée, parce que justement, il dénonce que dans les universités du continent américain ou européen, on n'est plus vraiment à la recherche de la vérité, mais on est à la recherche justement de cette justice sociale, c'est politiquement correct. Donc, en Suisse, un des problèmes que je me dis, c'est que c'est pas très réaliste de remplacer les universités publiques. Par des universités privées? Pas forcément même privées, ça peut être des institutions, mais comment est-ce qu'on peut justement, si un jeune il commence Sciences Po Lausanne et puis est-ce qu'il peut avoir encore de la liberté ou il doit subir tout ce que le professeur va lui raconter? Le gros problème, c'est que je ne sais pas où conduit Sciences Po. Ça débouche sur quoi? Mais ça, c'est un problème pratique. Pratique aussi, oui. Mais je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. Je pense qu'en effet, dans une société qui devient très mathématique, si j'ose dire... Des algorithmes, certains la mathématique et philosophie aussi, donc je ne voudrais pas avoir l'air de d'être mathématique, mais qui devient tellement technique, eh bien, plus que jamais, on a besoin d'une formation humaniste pour se rappeler ce qu'est l'être humain.
Exactement. Or, précisément, c'est ce qu'on essaie de supprimer le plus possible. Pourquoi ? Parce que l'humanisme ne rapporte pas. Si vous étudiez les anciens, si vous étudiez les philosophes, mais ça ne vous fait pas gagner votre vie. Ça n'est pas marchandable. C'est vrai. La théologie, c'est bien mignon. Bon, en tout cas, les pasteurs et les prêtres, puisque maintenant ils sont tout à fait placés au même tarif dans le canton de Vaud notamment, gagnent convenablement leur vie. Mais enfin, j'entends, il n'y en a pas beaucoup qui font vraiment fortune grâce à leur prédication dans les paroisses où les gens sont. Donc, mais vous voyez, j'ai voulu créer à Puyi un prix de latin et de grec. Quand j'ai été voir le directeur qui n'est pas l'actuel, et je lui ai dit, écoutez, je pense que c'est fondamental d'encourager une formation qui est gratuite. Parce que si vous apprenez les langues anciennes, c'est pas pour aller vendre quelque chose. Et d'autre part, qui vous permet l'accès direct aux sources. Donc vous êtes libre si vous avez un accès direct aux sources. L'étymologie, notamment, du grec. Mais oui, j'entends. Et puis vous avez l'accès direct à la pensée. Oui, tout à fait. Et puis le directeur m'a dit, ah oui, très bonne idée. Et il est allé parler de cela à sa conférence des maîtres. Ils ont dit non, parce que c'est de l'élitisme. Ouais, mais c'est justement, j'ai l'impression, moi ça fait 2 ans que j'apprends le grec et j'ai beaucoup de plaisir parce qu'évidemment, comme j'aime la théologie, pour lire la Bible, il faut savoir le grec, le koiné. Je vais peut-être pas arriver à lire Platon parce que je suis peut-être un petit peu trop vieux, mais des jeunes, c'est vrai que c'est... Moi, j'ai l'impression que je vois dans une certaine élite globalisée, je voyage beaucoup dans le monde, plus en plus de gens qui sont intéressés par la République de Platon, par peut-être des textes d'Aristote. Mais c'est magnifique. Il y a un retour aux sources. Et je pense que peut-être cette idée c'était il y a combien de temps que vous aviez eu cette idée ? Parce que maintenant, elle pourrait peut-être prendre... On est dans une autre dynamique. Hein. Oui, alors bon, ça fait maintenant bientôt 10 ans. Mais heureusement, le directeur actuel, qui n'a pas réussi à créer ce prix non plus, mais en revanche, nous sommes convenus que s'il avait un élève ou 2 qui, en fin d'année, mérité quelque chose... et notamment en grec et en latin, il me contactait, on faisait une petite laudatio, et puis il recevait un prix, mais qui ne doit pas s'appeler prix Suzette Sandeau, c'est pas ça, c'est prix de grec ou prix de latin. Ah oui, c'est une excellente idée. Puis d'ailleurs, M. Joël Dicker, dans son dernier livre, il fait beaucoup d'allusions au latin et au grec, c'est peut-être aussi, et il est numéro 1 en France, le livre numéro 1 de Joël Dicker, donc il y a peut-être aussi cette envie de revenir un petit peu... Moi, j'ai fait bac scientifique, mais maintenant j'ai un énorme intérêt pour le latin-grec, plus le grec que le latin, pour différentes raisons. Mais je pense que c'est dans l'air du temps. Puis YouTube nous offre plein de possibilités aussi, voyez, l'Internet. Tant mieux. Parce que cela veut dire que rien n'est désespéré. Exact. Et puis d'ailleurs, si je reviens à cet article de Paul Graham, aux États-Unis, ils disent qu'on est déjà un petit peu dans le post-wokisme. Donc le wokisme aurait eu un pic dans les années 2020 avec la mort d'un noir par asphyxie par un policier. Black Lives Matter, etc. Voilà. Et puis bien sûr l'élection de Donald Trump. Alors il dit que c'est peut-être pas lié son élection au wokisme parce que c'est toujours celui qui est le plus charismatique qui gagne l'élection. Ça c'est son analyse. Donc j'ai lu plusieurs fois l'article. Moi, ce que j'aimerais quand même rester encore un petit peu sur le wokisme, c'est que je trouve vraiment excellent ce qu'il écrit, c'est que le concept donc d'orthodoxie et d'hérésie. Donc quand je dis orthodoxie, ça vient du grec droit, et puis doxia, la science. La science. Donc on ne parle pas de l'église orthodoxe qui pourrait être un peu la même chose. Vous avez raison de préciser. Puis l'hérésie, ça c'est facile à comprendre. Il écrit que lorsqu'une société a un concept d'hérésie et d'orthodoxie, l'orthodoxie devient un substitut pour la vérité. Ah ben oui, naturellement. Alors je vais juste expliquer, ce n'est pas facile à comprendre, mais on voit le sens. Dans une société woke, toute personne, par exemple, critique, par exemple, contre le mouvement trans, devient vite hérétique et potentiellement mis au banc de la société. Le fameux concept de la cancel culture, qui est horrible. Donc moi, je suis indépendant, mais si je travaillais, je vais citer 2-3 entreprises, Nestlé, Migros, et puis j'ai une déclaration, justement, qui va contre l'orthodoxie. Je peux être licencié. Ils vont peut-être pas me dire la raison, parce qu'après, je viens avec des avocats. Mais c'est assez, je trouve, tragique. Donc ma question, c'est comment aider les hérétiques à justement pouvoir critiquer librement. Est-ce possible encore, de nos jours, de pouvoir
critiquer une doctrine dominante sans se faire humilier, mettre au banc de la société. Oui, mais excusez-moi, le problème a toujours existé. Parce qu'il y avait quand même une époque où les guerres de religion correspondaient bien à des critiques d'une doctrine dominante. C'est juste. Parce que, alors ça c'est le danger de la vérité. Et on était morts à l'époque, c'est pas qu'on était mis au chômage, on était morts. Oui, est-ce que c'est pire, hein, dans certains cas, on peut se poser la question. Bon, c'était d'ailleurs, ça j'ouvre cette petite parenthèse parce qu'elle me touche beaucoup. Pendant l'Inquisition, par exemple, ou pendant les guerres de religion, hélas, puisqu'il y en a eu, entre les chrétiens combien, malheureusement aussi, au fond, l'idée, c'était, on va te faire mourir, parce que comme ça, on te sort du péché. Hein. D'accord. Tandis que au fond, c'était pour sauver l'âme qu'on tuait le corps. Alors que si vous regardez l'islamisme, enfin l'islam conquérant, on sait bien que ce n'est pas le cas. Je veux dire, l'islam conquérant, non. Eh bien, si vous tuez le corps, vous gagnez vos vierges au ciel. Vous voyez, c'est très intéressant parce que c'est une démarche totalement différente. Je ne dis pas que c'est agréable dans l'un comme dans l'autre cas. Oui. Mais au fond, on croyait qu'en tuant le corps comme chrétien, on allait sauver l'âme. Voilà. Alors que dans d'autres cas, on croit qu'en tuant le corps, eh ben, on se gagne ses vierges. Ouais. C'est pour moi que je tue. L'autre fois, c'était au fond pour sauver son âme. Moi, je ne dis pas que c'était uniquement, on est bien d'accord, par bonté d'âme qu'on a eu les guerres de religion. Mais c'est le gros problème du côté chercher la vérité. Je vous coupe, mais de nos jours, si justement je prends mon exemple, je suis cadre chez Nestlé, j'ai des hypothèques à payer, puis je me fais licencier, je dis Nestlé et Migros pour pas que ça soit... Attention, et puis, peut-être que je peux finir par me suicider par cette pression pour mes enfants, ma femme. Donc, cette cancel culture, elle est donc d'effacer quelqu'un du monde public, elle est quand même aussi très violente. Mais elle est très violente, pourquoi ? Parce qu'en réalité, ils se considèrent comme ayant la vérité. Voilà, et comme étant les bons contre les méchants. Voilà. La guerre en Ukraine, excusez-moi, on n'arrête pas de nous répéter qu'on a le camp des bons contre le camp des méchants. Voilà. Mais c'est terrible, parce qu'à ce moment-là, au fond, on récupère, excusez-moi, le camp des bons contre le camp des méchants, c'est Gott mit uns. Il n'y a pas de différence. Hein. Justement, c'est là qu'on doit être plus nuancé, on doit revenir peut-être avec les thèses, antithèses, synthèses. Si on va pas ouvrir peut-être le thème de la Russie ou l'Ukraine, mais, vous pouvez en parler parce que c'est le gros problème. Actuellement, au fond, on ne réfléchit pas, on est dans les bons, on est dans les mauvais. Exactement. Point. Et j'entends, vous êtes mauvais une fois pour toutes. Hein. Exact. Il explique, donc, dans son texte, vous pouvez être la pire personne du monde, mais si vous êtes orthodoxe, donc à nouveau, c'est l'orthodoxie comme concept, comme on parle de l'Ukraine et de la Russie. Donc ici, adepte du wokisme, dans mon exemple, vous êtes meilleur que toute personne qui ne l'est pas. Et c'est nouveau cette idée. Et ça, pour moi, c'est un des pires défauts du wokisme, c'est l'ignorance de ce qu'est la nature humaine. Exactement, oui. Parce que aucun être humain n'est que bon ou que méchant. Alors des fois, c'est plus facile de considérer qu'il n'est que méchant, mais il reste... Là, c'est Hannah Arendt, hein, j'entends, on n'arrive pas à sortir. Ou Carl Jung, qui parle de ces tensions avec le self, ou l'ombre, et puis la persona, donc on peut arriver à plusieurs... Et puis en fait, il y a deux hommes en moi. Hein. On peut être un peu paulinien sur les bords aussi, ça ne nuit pas. Oui, puis... Bon, moi, j'aime bien aussi cette idée de Saint-Augustin. Après, on ne sait pas si c'est lui qui a inventé le concept de péché originel en théologie, mais c'est vrai que c'est là que j'ai de la peine avec Rousseau, par exemple, où lui, il pense à l'homme bon, etc. Non, c'est difficile surtout quand on voit le monde actuel, je crois qu'il a toujours très influent du côté de la gauche. Mais il n'est pas que mauvais. Voilà, non, il n'est pas que mauvais. Alors, je ne dis pas que l'homme naît bon, non, il est né mezzo, si j'ose dire. Ouais. Et puis, on a quand même Mère Teresa qui est allée très loin, à mon avis, du côté du bien. Mais même elle disait qu'elle avait des fois un problème d'ego, d'orgueil. Ben oui, mais oui. Parce qu'évidemment, maintenant, on en parle, et c'est peut-être celle qui... Mais vous savez pourquoi ? Parce que l'être humain est à la fois bon et mauvais. Okay, et on n'arrête pas, je dirais qu'on se lève le matin en espérant qu'on sera plutôt bon, bon dans le sens de faire le bien, hein. Mais c'est le côté passionnant. Alors là, je reviendrai, ça c'est mon côté calviniste, incapable par nous-mêmes de faire le bien. Et pour moi, c'est la chose la plus encourageante qu'on puisse avoir, parce que comme on a envie de faire le bien,
ça vaut la peine de chercher ce qui peut nous aider à le faire. Et à mon avis, ça porte vers une transcendance. Oui, oui. Oui, c'est le... Justement, moi j'ai écrit là, je me définis comme chrétien, mais on sait qu'il y a parfois aussi des excès de moralisation. Ah oui. On peut penser à l'époque victorienne au Royaume-Uni. C'est vrai que parlant du calvinisme, il y a aussi eu des excès, vu qu'on sait que l'Angleterre était calviniste. Puis ce qui est drôle, c'est que selon lui, dans son article, parce qu'il est anglais à l'origine, il dit que cette période victorienne, à un moment donné, elle n'a plus réussi à... Ça s'est un peu effondré, alors il dit peut-être pas des humoristes, peut-être... C'est vrai qu'à un moment donné, comme l'être humain est mauvais, à un moment donné, on cherche à faire le bien comme la reine Victoria, puis à un moment donné, on réalise, on est pécheur, et puis ça s'écroule. Peut-être parce qu'on l'a cherché seulement sous l'angle humain, enfin, et parce qu'on est qu'humain. Donc je pense que le wokisme va s'écrouler. Alors en Suisse, j'ai l'impression que ça va prendre encore quelques années, parce qu'il y a encore beaucoup d'influence dans les universités, puis chez les journalistes. Bon, quand je parle avec les gens en Suisse, ils me disent qu'on sent déjà que c'est retombé aussi. C'est pas aussi fort qu'il y a 2-3 ans, peut-être même il y a 5 ans. Mais pour moi, c'est vraiment... Ce qui est très inquiétant, c'est précisément qu'on change le contenu de livres déjà écrits. Donc c'est de la censure absolue. Celui qui refuse d'admettre que des choses se sont passées et qui veut corriger le passé, mais Tintin au Congo, etc. Mais j'entends, c'est vraiment de la censure au sens le plus, je dirais, le plus lâche du terme, parce qu'on s'attaque à ce qui est passé. Voilà. Donc au fond, l'anachronisme. oui, mais au fond, on empêche ceux qui ont fait cela de se défendre. Voilà. Donc on est lâche. Parce qu'on n'attaque même pas ceux qui sont en train de le faire. Et en fait, c'est un mensonge après, puisque on a besoin de la vérité, on a besoin de l'œuvre originale d'Hergé. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Alors ça, c'est toujours un mot sur lequel je freine. Parce que quand on dit, vous l'aviez dit tout à l'heure, l'université cherche la vérité. Elle cherche ce qui est le plus... Enfin, elle cherche tout le temps. En permanence, voilà, c'est juste. Ce qui peut mieux expliquer l'être humain. Mais pas seulement, ce qui peut mieux expliquer les sciences, etc. Mais évidemment, avec le fait que les sciences deviennent très importantes, on est une époque scientifique, il n'y a pas de doute, et que dans la science, on détermine des règles qui sont des règles de fonctionnement du monde, si j'ose dire, des êtres humains, des choses, des animaux. Et ça, ma foi, vous n'allez pas pouvoir empêcher ce fonctionnement. Et pourtant, on cherche à l'empêcher. Si vous pensez quand même à tout ce qui est procréation médicalement assistée, il y a une recherche d'empêcher ce qui est naturel pour créer du mieux humain. Tout à fait. On ne peut pas exclure ça, c'est la même chose sur la transsexualité, je parle comme pharmacien. Pour qu'un homme se transforme en femme, il faut beaucoup de médicaments, des hormones, il faut un chirurgien, ce qui n'est peut-être pas si naturel que ça, puis on peut justement se dire pourquoi le Parti écologique récupère cette cause à fond. C'est pas forcément naturel, en tout cas. Pas pour naturel. La liberté, moi je suis pas contre, mais en tout cas j'aime pas quand on veut influencer des enfants dans une école. Je crois que personne, la grande majorité est contre. En tout cas, mais il y a toujours... ça se fait de plus en plus. En ce moment, c'est très inquiétant, j'avoue honnêtement. Mais c'est vrai que le gros problème revient toujours à la même question revient toujours. Commençons par respecter la personne. Si vous respectez la personne, vous allez aussi respecter le fait qu'elle se sent peut-être plutôt homme, plutôt femme, etc. Et il faut reconnaître qu'on a été et qu'on traite des fois encore mal, notamment des homosexuels et dans certains pays. Et ça, c'est choquant, parce que le respect de la personne n'implique pas qu'on défende ses thèses. Ça signifie qu'on ne va pas, en tout cas, la tuer, la faire souffrir, etc. Oui, bien sûr. Et peut-être rechercher à comprendre. Ce qui est intéressant, ça c'est une observation, mais dans les milieux conservateurs américains, maintenant que je suis beaucoup, qui ont beaucoup d'influence, qui ont des médias, par exemple de Free Press, ou même ceux derrière Donald Trump, c'est beaucoup d'homosexuels hommes et de lesbiennes. Donc c'est assez paradoxal. Ah bon? Oui, parce que justement, ils sont peut-être arrivés à des conclusions que être mis dans ce paquet de LGBTQI, il y a même des asexuels, je sais pas trop. Vous voyez, ça commence à mélanger tout le genre, la position. Donc il y a quand même quelque chose
qui ne va peut-être pas dans ces mouvements de mettre tout le monde ensemble. Désécurisant, en fait. Désécurisant. Mais on débouche de ce fait sur la langue inclusive, je suppose. Et pour moi, je considère que la langue inclusive est la plus exclusive que l'on puisse... L'exclusion, c'est qu'on puisse imaginer. Pourquoi ? Parce que quand vous avez simplement les grandes divisions classiques, hommes et femmes, il ne faut quand même pas rêver. Voilà. Oui. En fait, vous pouvez inclure tous les ressentis. Tout ce qui est LGBTQX, WY, etc., c'est du ressenti. D'accord. Or, vous ne pourrez jamais savoir tous les ressentis. Donc, chaque fois que vous essayez de mettre un ressenti, vous excluez d'autres. Donc, pour moi, il n'y a pas de plus exclusif que la langue inclusive. Ouais, c'est juste. On n'arrivera jamais à mettre toutes les lettres de l'alphabet. Puis ça, on ne sait pas ce que c'est. Maintenant, j'ai vu en Suisse alémanique qu'ils mettent le DAS. Nous, on n'a pas, parce que bon, voilà, on a des RDIDAS, ils ont ce troisième genre. Puis maintenant, ils l'enlèvent dans les offres d'emploi, puis ils mettent un X. Donc, je crois qu'ils sont perdus, puis c'est un peu dommage mais totalement. Et en fait, la seule manière de ne pas être exclusif, c'est d'être aussi général que possible. Et notre langue, le français est général parce qu'il n'a que l'allemand, il n'a, excusez-moi, que le masculin et le féminin. Voilà. Et il englobe tout. Mais, évidemment, le gros problème, c'est qu'on a cru qu'on pouvait maltraiter les personnes. D'accord. À cause de leur ressenti, on n'a pas le droit de les maltraiter, on peut respecter, mais en revanche, ça n'a rien à voir avec une langue inclusive. L'inclusion dans la langue est la pire de toutes les exclusions. En tout cas, c'est un combat qu'il faut à défendre, parce que c'est aussi terrible pour les gens de devoir écrire avec... moi, j'ai beaucoup de peine à faire un email où je dois mettre des points, je ne sais pas si je dois mettre un point ou un... Le règlement à l'université qui vous donne en plus 2 pages d'explications sur la manière de mettre le point intermédiaire, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Moi, j'ai essayé de suivre la méthode, mais... j'ai pas réussi. Il faudra faire peut-être une année en plus alors à l'université. Déjà une année de plus au gymnase pour se préparer. Voilà, c'est peut-être ça qui va... Puis aussi, j'ai noté un intellectuel brésilien que j'aime bien, Leonardo Carnal, qui est aussi homosexuel. Moi, je suis pas homosexuel, mais comme ça, on m'accuse pas de faire dans l'homophobie, parce que c'est un intellectuel de très haut niveau, brésilien, catholique, il est formé dans des bonnes écoles. Et puis, il relève qu'un problème actuel est que nos héros de nos jours sont des joueurs de foot, des entrepreneurs. Alors là, j'en prends pour mon grade parce qu'il critique les entrepreneurs. Puis je suis assez d'accord parce qu'au fond, pourquoi moi, comme entrepreneur, j'aurais plus à dire qu'un philosophe, par exemple, ou des chanteurs. Et puis il dit qu'en fait, justement, de nos jours, nos héros, ce sont des gens, justement, célèbres, des célébrités, mais plus des saints, S-A-I-N-T-S, comme au Moyen-Âge. Et puis, alors, ça me fait penser à Platon qui explique qu'une société doit avoir des héros vertueux, bien sûr. Et pourquoi on en est arrivé là, au fond ? On n'a plus envie d'avoir des saints. Alors, on n'est pas catholique, mais des gens qui ont peut-être créé les parcs nationaux. Ça devrait être des héros, et puis pas forcément Roger Federer, qu'on aime bien. Des parcs nationaux dans lesquels on mettrait quoi ? Non, mais je ne sais pas, je pense que le politicien qui a peut-être créé le premier parc national, je crois que c'est au Grison. Il pourrait peut-être être mis comme un héros suisse. J'essaie de me dire, est-ce qu'on peut trouver des héros en Suisse ? C'est possible. On a Guillaume Tell, mais vous voyez, c'est un symbole. Et on a tué les symboles parce qu'on ne veut pas, le courage. Au fond, c'est... D'un côté, on ne veut pas les héros, excusez-moi, on ne veut pas les héros parce que c'est contraire à l'égalité. Voilà. Mais on veut bien les héros sportifs parce qu'en fait, Parce qu'ils sont lisses aussi, parce que Roger Federer, moi, j'aime le tennis, c'est un immense joueur, mais il ferait même pas 5% de ce que je fais comme vidéo parce qu'il veut prendre aucun risque, il veut être aimé par tous les Suisses, on peut le comprendre, mais après c'est dur d'être un héros comme ça, un peu vide de sens. Qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce qu'il veut pour la Suisse ? C'est compliqué. En fait, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas quels seraient mes héros. Bon, je reconnais que j'ai une très grande admiration pour le général Guison. Je reconnais que j'ai, au fond, une très grande admiration, mais déjà pour mes parents, à l'égard desquels je ne pourrais jamais exprimer assez de reconnaissance et d'amour et de respect. Mais pourquoi est-ce qu'on ne veut...
Ouais, il faut reconnaître. Ça, c'est Leonardo Carnal qui le dit, puisque j'ai lu ce livre, j'ai bien aimé, parce que l'Église catholique, alors on peut beaucoup critiquer, moi je trouve qu'il y a des choses très positives aussi dans l'Église catholique, ils avaient ces saints, et puis justement on se référait à eux par les vertus, par une sorte d'objectif à atteindre. Voilà. Alors c'est le problème, parce qu'en fait c'est le problème de l'imitation de Jésus-Christ. D'accord. Alors, c'est vrai qu'on doit avoir des personnes qu'on admire et au fond qui sont un peu nos héros dans la vie. Ça, je comprends très bien. Mais au fond, j'ai beaucoup de respect pour M. Federer, pour d'autres. Mais je sais que le sport, j'en ferai jamais. D'ailleurs, je n'ai jamais aimé le sport. Ça ne m'intéresse d'ailleurs même pas. J'admire les prestations qui sont fournies et ce que ça signifie comme travail. Mais je peux donc admirer aussi les prestations fournies par une personne comme Mère Teresa, parce que on sait ce que ça représente aussi. On a besoin de héros parce qu'on a besoin, qu'est-ce que je dirais, de se sentir tiré vers. Ouais. Moi, je considère que les saints n'existent pas. D'accord. Sans idolâtrie. Voilà, c'est peut-être ça. Et en fait, ça pose le très gros problème. Hein. Ouais. Le très gros problème, qu'est-ce que l'on croit que les personnes qu'on considère comme des héros peuvent apporter? Est-ce que ce sont des héros dont on attend quelque chose, ou est-ce que ce sont des héros qui nous montrent nos faiblesses? Ouais. Ce qui est fou, c'est que sur Instagram, celui qui a le plus de followers, comme on dit, c'est Cristiano Ronaldo avec 600 millions, ou un peu plus. Et puis, justement, c'est peut-être quelqu'un de bien, mais... Football. Ouais. Mais... Je trouverais plus logique que ça soit, par exemple, Jordan Peterson ou des intellectuels, mais peut-être que les gens n'arrivent pas à s'identifier à... Il faut reconnaître, excusez-moi, que le sport fait l'objet d'une telle réclame c'est ça, qu'on ne peut pas ne pas connaître, pour finir. Moi, je saute le sport. J'aime bien prendre les nouvelles en retard, parce que toute la partie sport, ça me permet de la sauter. Et puis d'aller ensuite directement à la météo, par exemple. Mais qu'est-ce que je dis? Au fond, c'est vrai, notamment les moyens actuels, et avec l'image, facilitent la création de héros qui sont dans n'importe quelle catégorie d'activité, mais qui passent tout le temps. Ouais. Mais c'est une bonne remarque, parce que si on prend par exemple Roger Federer, il a des sponsors comme Rolex, Nike, ou à l'époque, il a sa propre marque On, il avait Nike. Mais c'est des enjeux financiers colossaux. C'est ça. Alors c'est ce qui rend malheureusement... C'est les héros pour eux, parce que la stratégie marketing de Nike, c'est de créer des concepts de culture, d'Urquhart, par exemple. Alors c'est ça le problème, c'est la récupération dans le marché. Mais de facto, ils deviennent nos héros. Et puis je suis pas sûr que ça soit vraiment positif pour la Suisse. Voilà. Après, on va nous dire qu'on est ringard si on prend un général, mais ça serait peut-être intéressant. Ça me bien égal. De toute façon, je suis ringarde. C'est justement le conservatisme. On doit travailler pour qu'il soit peut-être mieux vu, démontrer ce que ça apporte à une société. Mais je trouve que ce qui est important, c'est d'avoir des héros qui sont morts. Parce qu'on a pu prendre un recul par rapport à ce qu'ils ont fait. C'est presque, je mets entre guillemets, mais facile d'avoir des héros vivants. Parce qu'on a précisément besoin de fétiches. Ouais. Je ne vais pas aller toucher la statue du général, non. Et je ne vais pas lui demander un autographe. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et c'est beaucoup plus difficile d'avoir des héros morts dont on ne peut au fond rien obtenir. Ouais, vous direz que les saints, on espère qu'ils vont... Mais bon, je ne crois pas... D'abord, je ne crois pas que l'on puisse être saint. Ça, c'est mon côté trop protestant, peut-être. Oui, moi aussi, je ne crois pas, mais je sais qu'il y a de temps en temps des protestants qui croient à la sanctification totale. Ouais. Magnifique, hein, j'entends. Ouais. Mais pour moi, ça ne veut rien dire, un saint. Ouais. Je ne prierai jamais un saint. Voilà, ouais. Je dirais, ça, j'aimerais... j'admire beaucoup Mère Teresa, en me disant, mais je ne serais pas capable d'un dévouement comme celui qu'elle a eu. Et puis, en fait, je sais que je n'en serais pas capable. Mais je me dis quand même... tu pourrais peut-être faire un effort. Mais je pense que ce qui joue le plus mauvais tour, c'est l'image. D'accord, ouais. Ben c'est vrai que c'est une question intéressante sur vivant ou mort, puis ça pose un peu... On est bientôt à la fin de l'entretien, mais
C'est pour ça aussi que c'est très dur de juger un politicien, par exemple, comme Trump, et vous disiez, l'histoire jugera, parce que s'il veut se présenter pour un 3e, 4e mandat, il y a une autre guerre mondiale, on ne sait pas comment, dans son cerveau, il va réagir. Et on en revient à l'ego. C'est difficile de juger quelqu'un parce que parfois on peut faire un mauvais jugement d'une personnalité politique aussi. Pas seulement parfois, presque Souvent, toujours. presque Pas seulement d'une personnalité politique, de toute personne qui est peut-être régulièrement mise en avant, on risque d'avoir un jugement faux. Et puis je dirais que même des personnes qui ne sont pas mises en avant, mais que l'on connaît soi-même, on risque de mal les juger. Donc, mais c'est humain. Ça fait partie de nos erreurs, ça fait partie de nos faiblesses, et ça fait partie peut-être de notre grandeur aussi que de les reconnaître. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je trouve aussi difficile quand un politicien il est extrêmement critique, par exemple, contre Trump, Poutine, parce que c'est l'autre logique, en fait. C'est autant moi, je ne devrais pas être trop enthousiaste envers un politicien, peut-être de droite, parce qu'il peut aussi faire plein d'erreurs. On l'a vu avec Trump, quand même, quand il renverse à Washington. Je ne sais pas ce que ça veut dire droite et gauche, dans ces cas-là. Voilà, donc, peut-être c'est ça, c'est d'arriver à reconnaître qu'on est justement aussi mauvais, moi-même, les autres. Oui. Et comment, c'est ça peut-être aussi que j'aimerais plus des journalistes, qu'ils arrivent à montrer cela à leurs lecteurs. Et peut-être c'est aussi une de votre succès avec le blog, c'est d'arriver à faire remonter un peu toutes les émotions, je sais pas. Bon, on vit une époque particulièrement émotive, hein, parce que il n'y a rien de plus cause d'émotion que l'image. Moi, je suis une ennemie de l'image, mais parce que comme gosse, j'avais tellement peur de certaines images qui m'avaient été montrées que je me suis fermée à l'image. Donc, en fait, je réagis négativement. Si on veut me montrer quelque chose, on n'obtiendra rien de moi. Bon, je peux admirer un Baudelaire, entendons-nous bien, mais au fond, on ne m'aura pas par l'image. Ah d'accord, ouais, c'est aussi c'est presque une éducation, peut-être des enfants à l'image, aux médias. Voilà, donc je ne suis pas du tout de notre époque, parce que nous vivons une... Pourquoi ? Parce que l'image provoque beaucoup plus vite le sentiment que, évidemment, la langue est très abstraite. C'est pour ça que j'aime la langue, parce qu'elle oblige à réfléchir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un procès aux États-Unis de Google, et on a appris que sur Google, il n'y a que 1% des recherches qui vont sur la vidéo. C'est comme si notre cerveau, quand il va sur Google, il veut du texte. Quand il va sur YouTube, il veut de l'image. Et d'ailleurs, google.com et youtube.com sont les 2 sites les plus visités au monde. Donc j'ai l'impression qu'on a toujours un peu cette tension entre texte et image. Mais dans quelques années, je pense que YouTube sera numéro 1, donc le site le plus visible. Et c'est de l'image, c'est de la vidéo. Parce que la vidéo, c'est aussi très très puissant comparé à des photos, au fond. Mais écoutez, quand on va sur Google, on veut du texte. Bon, moi je vais sur Google pour chercher, par exemple, à Chèvre, je cherchais où se trouvait telle ou telle chose. Ben, on vous colle des images. On vous envoie aussi. Mais on voit une tendance à aller toujours plus vers de la vidéo ou de l'image. Oui, parce que l'image, je dirais qu'elle demande beaucoup moins de travail. Hein. D'accord. La langue demande beaucoup de travail parce qu'elle est abstraite. Vous êtes obligé. Et puis, évidemment, mais je suis folle du verbe. J'adore le verbe. Et puis, évidemment, au début était la parole. Voilà, pour moi, ça reste verset lié 1 de Jean. On a une vidéo sur l'évangile de Jean, si vous regardez sur cette... Mais pour moi, je dois dire que ça me fascine. Et le logos en grec, d'ailleurs. Oui, c'est le logos, c'est tout à fait. Mais ça me fascine parce que quand on vient nous dire « mais les hommes, nous sommes après tout que des animaux », c'est vrai que nous avons notre caractère animal, mais aucun animal n'a la parole. Et si on regarde quand même ce que ça représente, à la fois l'image doit être évoquée, la musique est évoquée par la parole, et puis il y a le rythme physiologique. C'est vrai qu'il y a le rythme intellectuel, le rythme sentimental, le rythme physiologique. Pour moi, le verbe et la parole, c'est vraiment le maximum de l'image. Tout à fait. Et ce que je trouve divine. Le thème le plus passionnant en philosophie, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez aller voir des livres sur le logos, sur ça. Et c'est tellement incroyable que Jean puisse écrire ce texte, en fait, qui est pour beaucoup peut-être le meilleur livre de tous les temps, le livre de Jean, parce qu'il est
Il est incroyable. Ce début le début, me fascine, tout le à prologue, fait. le fameux prologue. Ouais. Oui, c'est vrai que... C'est fascinant. Mais c'est vrai qu'encore une fois, la parole est quelque chose que nous sommes seuls à avoir et qu'on est en train de tuer. C'est ce qui m'inquiète le plus. Et ça, c'est la chute des valeurs à partir du moment où on tue la parole, parce qu'on est privé d'une capacité d'abstraction. Et je pense que c'est le côté le plus distinctif par rapport à l'animal, c'est la capacité d'abstraction. Je ne pense pas que l'animal... Alors, c'est vrai que quand vous voyez un chat qui va sauter, ou un animal qui va sauter, il mesure, c'est magnifique, mais c'est pas de l'abstraction. Il est en train de mesurer, et j'admire, hein, c'est splendide. Mais l'abstraction de la parole, est-ce que vous constatez, c'est que les étudiants ne sont plus capables d'abstraction. Merci TikTok. Enfin, c'est de l'humour. Non, mais c'est très inquiétant. Ouais. Très inquiétant. Puis bon, après, c'est toutes les questions de la démocratie. Après, Nietzsche en a parlé, de cette démocratie de l'élite. Ça veut dire que si on a des gens qui... Moi, je connais bien l'Amérique du Sud, qui n'ont aucune connaissance de rien, puis après, ils doivent voter. Ils vont voter pour la personne qui est la plus belle, Ils ont vu leur pub d'un joueur de foot, et puis on détruit la démocratie aussi, donc il y a aussi des problèmes. Mais c'est ce qui se fait, excusez-moi, depuis que les campagnes électorales se font à la télévision, etc. Je maintiens qu'il n'y a rien de moins démocratique que l'élection de l'exécutif par le peuple, parce qu'il y a toute la campagne de l'image. D'accord, ouais. Et puis un dernier point que je trouve important, parce que là c'est un peu comment, et Paul Graham, en fait, ce qu'il cherche, et ça, c'est qu'il constate que le wokisme, va disparaître. Mais il a peur qu'une nouvelle vague de politiquement correct revienne, parce qu'on en a eu. Il y a justement l'époque victorienne où il y a eu des abus, il y a eu le wokisme. Mais parce que c'est il se demande, en fait, si peut-être une des armes très puissantes, c'est l'humour aussi. L'humour. Vous posez beaucoup de questions, mais l'humour, c'est aussi bien pour déconstruire. C'est le kit de survie. C'est le kit de survie dans quelque situation que l'on puisse se trouver. D'accord. Donc, le bouffon du roi, un peu. Mais oui, d'ailleurs, c'était la bonne manière de rappeler que le pouvoir n'est pas la vérité. Ouais. L'humour, mais j'entends, on ne peut pas vivre sans humour. Et c'est ce qui est de très inquiétant si vous regardez les mouvements MeToo, certains mouvements féministes. Mais ils ont tué l'humour. Oui, ils n'ont plus d'humour pour ça. Non, oh là là, vous n'osez même pas rire de quoi que ce soit. Ouais. Mais excusez-moi, si on ne peut pas... On peut rire de tout, mais à condition de se mettre à la place de la personne, peut-être, à cause de laquelle on rit, parce qu'on n'a pas le droit... Pas attaquer son physique, par exemple, ce serait pas très drôle d'ailleurs. Écoutez, notre malheureux syndic de Lausanne, qu'est-ce qu'il a été attaqué Et il a le sens de l'humour, hein, incontestablement, mais c'est peut-être ce qui lui a permis de tenir le coup. Ouais, c'est vrai que... Mais l'humour, je crois que c'est en effet fondamental, à condition peut-être qu'on commence par soi-même. Et c'est pas forcément sans toujours facile et puis, oui, aussi par soi-même aussi. D'accord, ouais. Parce que c'est vrai qu'on a quand même son compte à soi. Ouais. Donc je dirais, peut-être pour résumer, c'est un petit peu mon avis, puis après vous pourrez conclure, c'est si on veut que le wokisme commence un petit peu à diminuer parce qu'on estime justement que c'est un mouvement trop radical, dans le sens trop négatif, c'est, bien comme vous le faites un peu dans votre blog, c'est poser beaucoup de questions aussi, je trouve que c'est intéressant, voir un petit peu où ça va. Il y a aussi l'humour. On a, j'espère, des humoristes qui vont rire un peu de tout. Et puis, je pense aussi, ça revient un peu aux théories de Pierre Bourdieu, c'est la symbolique du pouvoir révélé. Donc, si on commence à déconstruire, voilà, ça c'est pas, on commence à comprendre l'histoire du wokisme, pourquoi on en est arrivé là, ce sera peut-être plus simple à déconstruire. Et puis à revenir quand même à ce qu'on veut, je pense, pour la Suisse, c'est une liberté, au fond. C'est ça le mot-clé. Peut-être que vous avez un autre mot-clé, mais moi, je trouve que c'est un magnifique mot. Liberté. Oui, parce que c'est responsabilité. Aussi, oui. Je n'aime le mot liberté que parce qu'il est la condition exclusive de la responsabilité. D'accord. Quand vous êtes complètement dominé par ceci ou par cela, vous n'êtes pas libre. Ok. Et comme disait très bien Sacha Guitry, à propos du téléphone, vous êtes des valets, quand on vous sonne, vous courez. J'aime beaucoup cette manière de traiter peut-être certains instruments techniques
moderne. Okay. Ne soyons pas des valets de la technique. Ah ben, c'est une conclusion parfaite. Je vous remercie pour ce nouvel entretien. Merci à vous. Merci de nous avoir reçus. Et puis, je vous souhaite peut-être un prochain épisode avec d'autres personnes en Suisse romande ou dans le monde. À tout bientôt. Merci. Merci à vous. Voilà.